Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, 10h, les débats, mettons-nous d'accord. Vous savez que l'horaire a changé, je vous le rappelle tous les jours, les médias à 11h30 et nous débattons et nous attendons vos appels 0826 300 300 et on va parler de la taxe foncière aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être tondu? C'est mon mot du jour, mouton, tondu comme des moutons. La taxe foncière a explosé dans certaines communes. Alors on nous a supprimé la taxe d'habitation, formidable, mais visiblement il y a eu une petite compensation pour rattraper ce qui n'était pas récupéré par la taxe d'habitation. Donc 0826 300 300, on vous attend pour nous donner votre avis sur le sujet. Jean-François Bayrou qui est omniprésent. Alors moi je suis sidérée, il est à 2 interviews par jour maintenant quasiment dans les médias, donc on va en parler. Est-ce qu'il a encore une chance de se sauver et que va-t-il se passer? Et puis la Cour des comptes qui salue les travaux de restauration de Notre-Dame. Ça veut bien dire que quand on veut, on peut. Là aussi, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Des travaux, des grands travaux comme ceux qui ont été ceux de Notre-Dame et dont on a respecté le budget. Il n'y a pas eu de dépassement. Beaucoup de questions et puis vos coups de cœur et vos coups de gueule évidemment. 0826 300 300. Mathias Leboeuf, bonjour. Vous êtes Bonjour, journaliste Valérie. et philosophe. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Jean-Claude Beaujon ne devrait pas tarder à arriver. Et Najouel Haïté, docteur en droit public. Vous êtes avocate et vous avez publié Laïcité et République. Bonjour, aux Valérie. éditions L'Harmattan. Donc mon coup de gueule, je vous l'ai dit, c'est mouton. Je ne sais pas si vous avez reçu votre taxe d'habitation, votre taxe foncière, pardon. Taxe foncière, c'est pour certains devenu un poids. C'est devenu une taxe qui pèse énormément dans le budget des Français. Et c'est vrai que il n'y a pas grand-chose, à faire. On doit payer. La hausse nationale est de 1,7. 12% des communes ont choisi d'augmenter leur impôt. Ça concerne beaucoup de villes et de villages de moins de 3600 habitants. Par exemple, à Gandrange, en Moselle, c'est plus 136%. Dites-nous, 0826 300 300, si votre taxe d'habitation a augmenté. Et foncière. Pourquoi je dis habitation, moi? Foncière, habitation, justement. Voilà, parce que la taxe d'habitation vous l'avez reçue, vous êtes propriétaire. Alors, moi, comme j'ai déménagé, vous savez, vous payez la taxe foncière au moment où vous achetez l'appartement, parce que c'est l'ancien propriétaire qui la paie. Mais j'ai effectivement vu que les taxes foncières augmentaient dans plusieurs villes. À Paris, elles n'augmentent pas aussi tant que ça, mais c'est vrai dans des petites villes, notamment en Moselle, mais parce qu'en fait, ils rattrapent tout simplement la suppression de la taxe d'habitation. Voilà. Ouais. Donc, malheureusement, on n'a pas le choix. Moi, j'ai la chance de ne pas être propriétaire, donc, voilà. donc je ne suis pas concerné. Oui, mais c'est Najwa, pas concerné. Oui, je suis propriétaire avec mon mari, mais c'est vrai que déjà en 2023, cette taxe foncière a connu une flambée. On s'est dit ça va sans doute s'arrêter. Et là, au contraire, ça augmente malgré que l'inflation soit ralentie, parce que en pensant que l'inflation diminuait, on s'est dit la taxe foncière va diminuer entre guillemets d'autant, et ce n'est pas le cas. Et force est de constater parce que les communes ont été obligées d'augmenter pour rattraper. Tout à fait. C'est les communes, en fait. Rappelez-vous, l'année dernière, au moment du budget, on va retomber dedans, c'était les communes qui étaient attaquées, les collectivités locales qui étaient attaquées en première. Et en fait, les communes et les collectivités locales, les villes, se sont adaptées à ce qu'on leur demandait en calculant un budget pour faire en sorte de fonctionner correctement, ou au moins pareil que les années précédentes, en augmentant les taxes foncières. La taxe d'habitation, c'est quand même une source de revenus pour les villes qui est considérable. Et quand Emmanuel Macron, parce que c'est Emmanuel Macron qui avait fait cette promesse de supprimer la taxe d'habitation, enfin une promesse je donne d'une main et je reprends de l'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Et il a tiré une balle dans le pied de certaines villes. Tout simplement. J'ai lu que ça représentait 53 milliards l'ensemble de la taxe foncière, donc c'est quand même un budget énorme. Et effectivement, c'est devenu la variable d'ajustement du budget, enfin une des variables d'ajustement du budget des communes. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand on prend la moyenne 1,7%, ça paraît pas délirant, mais alors effectivement, il y a des écarts extrêmement grand. Vous avez cité 136%. C'est complètement fou. Les villes qui ont été obligées de faire des rattrapages. C'est que ça soit pas un peu plus
Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio 0826 300 300. Jean-Claude Beaujour nous a rejoint. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Avocat, président du Forum transatlantique. Vous étiez en train de me dire que vous reveniez des États-Unis. Vous êtes allé en Chine, donc on pourra peut-être en dire quelques mots parce que c'est aussi dans l'actualité. On va parler de François Bayrou dans quelques instants. 0826 300 300. Pensez-vous qu'il a encore une chance de se sauver? Et puis comment comprendre son comportement, c'est-à-dire ses interviews incessantes? Il était ce matin encore en interview, il va être aux 20h de je ne sais plus quelle chaîne, enfin bref, il est partout, il n'arrête pas de parler pour dire je ne sais pas quoi, on ne retient pas vraiment. On va en parler, donc 0826 300 300, et puis je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Marseille, ce Tunisien qui a été abattu après avoir tenté d'agresser avec un couteau des citoyens marseillais. Alors, plusieurs interrogations. Il y a d'abord la réaction de la Tunisie qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Tunis dénonce le meurtre injustifié d'Abdelkader Dibi. Et puis la question est de savoir aussi pourquoi il n'était pas en prison. Donc 0826 300 300, si vous êtes choqué vous aussi par ce qui s'est passé à Marseille et surtout si vous êtes dans l'incompréhension. Il avait agressé son neveu, il avait tenté de le poignarder, il a été condamné à 5 ans de prison dont un ferme et le juge a décidé de ne pas le mettre en détention. C'est étonnant, d'autant que c'est une agression homophobe, parce qu'il pensait que son neveu était homosexuel, et donc il s'est pris un certain nombre de coups de couteau. Donc oui, en effet, il a été condamné. Et ce qui est étonnant, c'est que après, j'aime pas parler sur des dossiers que je n'ai pas, donc, mais vraisemblablement, il avait un permis de séjour de 10 ans, il avait fait des prêches. Tout à fait. Et un magistrat est en mesure de décider d'une autre QTF, vous voyez, Oui, pardon. Je vous en prie, confrère. Non, mais moi je pense que ça pose 2 sujets. Le premier, c'est celui de l'exécution des peines. Parce qu'on dit souvent, par exemple, les magistrats sont laxistes, etc. Je veux bien qu'on dise, et on peut avoir dans toute communauté, il y a des gens qui sont extrémistes, pourquoi pas. Mais la réalité de notre réalité judiciaire, c'est qu'il y a un problème sur l'exécution des peines. C'est pas vrai, ça. Si, il y a un sujet sur l'exécution des peines, parce qu'effectivement, rien ne justifie que quelqu'un qui a 1 an de prison n'aille pas en prison. C'est vrai que les textes disent... Alors, il a fait appel. Alors, oui, mais c'est bien le problème, c'est que lorsque la personne, il peut y avoir une détention, lorsque la personne, parce qu'à l'évidence, c'est quelqu'un qui en arrivait à des coups de couteau sur son neveu, indépendamment c'est quelqu'un qui est un danger. La prison sert aussi à... Il n'avait pas été jugé pour ça. Oui, mais il semblerait que oui. Il semblerait que oui, en première instance. Oui, il a été jugé. Puis j'ai envie de vous dire que lorsque quelqu'un menace l'ordre public, il peut y avoir des mesures de prise. C'était une menace pour l'ordre public. Et puis il était peut-être un peu dérangé, j'en sais rien, je connais pas le dossier. Mais oui, nous avons un problème d'effectivité des mesures en France. Sa femme avait dénoncé des violences. Elle disait qu'elle avait très peur de lui. Il avait en juillet dernier aussi fait l'objet d'une garde à vue pour des propos antisémites tenus dans une mosquée. Non mais juste... Qu'est-ce qu'il foutait là? Pour répondre pour moi, il y a 2 problèmes. On va mettre de côté le problème de la réaction de la Tunisie parce que ça c'est encore autre chose. C'est très important. C'est encore autre chose. La France, franchement, est en dessous de tout. Bien sûr, mais il y a 2 questions. Voilà. Donc il y a déjà pourquoi ce j'ai des choses à dire là-dessus. Pourquoi ce type était dehors? C'est une très bonne question. Il y a manifestement eu un raté sur l'effectivité des peines. On est quand même le pays en Europe qui effectue le plus de peines de prison. C'est-à-dire que c'est 91 à 93% des peines prononcées qui sont réalisées. Après, vous savez mieux que moi, Jean-Claude, il y a une séparation de pouvoir entre la justice et le politique. Pas le contraire. Voilà. Mais donc, peut-être que la politique n'est pas à la hauteur, entre guillemets, en disant qu'il n'y a peut-être pas assez de place de prison. Mais sur les condamnations, à moins d'1 an, il y a très peu de peines qui sont réalisées. Non, mais en général, si vous êtes condamné à 6 mois pour agression, vous faites pas de prison. Parce qu'il y a appel. Parce qu'il y a souvent des appels, il y a souvent des choses comme ça. Je pense que nos concitoyens, là où il faut peut-être, et on est tous, finalement, nous ne sommes pas en contradiction les uns avec les autres parce que c'est multi-problèmes, multifacettes. Ce que la société ne comprend pas et ce que nos concitoyens ne comprennent pas,
indépendamment du fait qu'il soit tunisien ou autre, peu importe. C'est quelqu'un qui a déjà fait l'objet de sanctions. C'est quelqu'un qui a déjà fait l'objet, il y a déjà eu des alertes police graves. C'est pas, il n'a pas volé à l'étalage, c'est pas cela. C'est coup de couteau, c'est menaces sur sa famille. Violence conjugale. On voit bien que c'est quelqu'un qui est un danger pour la société. Là, nous devons, et je veux bien que les textes sont peut-être pas assez bien faits, c'est pas là que sera le débat. Mais il faut comprendre que notre société ne supporte pas cela, et nous, chacun d'entre nous, nous ne supportions pas que dans ce type de situation, il n'y ait pas une réponse. Alors, par rapport à ça, au niveau de la procédure, sur cette affaire-là, vraisemblablement, il y a eu une décision en première instance qui l'a condamné. Il a fait appel. On dit, du coup, le fait qu'il ait fait appel, il n'y a pas autorité de la chose jugée. Mais comme disait mon confrère, un juge pénal peut parfaitement rendre exécutoire des mesures comme un contrôle judiciaire, comme voilà. Donc c'est étonnant que ce monsieur soit libre en attendant la décision de la cour d'appel. Il n'était pas sous contrôle judiciaire. Ça, j'en sais rien. Encore une fois, il y a un problème d'OQTF aussi sur cette question-là. Il y a un problème de la peine prononcée et il y a le problème d'appel. Est-ce que dans ces cas-là, il faut revoir tout le système judiciaire et se dire que dans des cas extrêmement graves, parce que c'est un cas extrêmement grave, effectivement, il était sous le coup de plusieurs accusations, condamnations, infractions. Est-ce qu'il fallait pas immédiatement le mettre en prison ou en centre provisoire? Voilà, ça c'est encore une autre question. Mais dire que les peines ne sont pas prononcées, j'ai parlé d'effectivité. D'effectivité des peines. Mais même l'effectivité des peines. Malheureusement, je pense qu'il y a un problème qui est plus profond, c'est le problème de place de prison dans notre pays. Et comme il y a un problème de place de prison, et pourtant il y en a qui arrivent. Attention, il y a beaucoup de places de prison qui vont arriver. Et on n'arrive pas, ou alors les magistrats, les juges se retiennent peut-être un petit peu de mettre des gens en prison. Vous avez parfaitement raison. C'est la source, c'est la raison pour laquelle j'ai dit effectivité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une loi, et là-dessus, puisqu'on va parler tout à l'heure de politique, quand on est parlementaire, quand on est une administration, qu'on propose un texte, il faut arrêter de faire des textes qu'on n'arrive pas à mettre en place et nous ne comprenons pas. Nous, concitoyens, on fait de la communication en disant on a pris telle loi. Mais quand on a pris telle loi, on veut qu'il y ait un résultat. Or, parfois, on prend une décision et on va pas jusqu'au bout du système. Effectivement, il y a le problème des places de prison. Effectivement, il y a le problème du personnel judiciaire qui doit contrôler l'effectivité des peines. C'est comment est-ce qu'on suit les dossiers. C'est pourquoi est-ce que, et même s'il y a eu du recrutement de magistrats, parce que là aussi, il faut pas croire, les magistrats ne chôment pas. Pourquoi les magistrats n'ont pas forcément le temps d'aller dans les moindres dossiers. Mais Jean-Claude, vous savez qu'il y a des magistrats qu'on a formés et ça prend des années à les former et qu'on aura les retours sur investissement dans des années. Le problème, c'est qu'à chaque fois que ce type de drame se produit, il était défavorablement connu des services de police. Il avait eu une vingtaine de condamnations. Enfin, à chaque fois. Mathias. C'est entre guillemets normal, puisque ce genre de personnage, à un moment donné, arrive à un acte qui est un acte fatal et qui forcément conduit à un drame. C'est entre guillemets des gens qui passent à travers la raquette. La vraie question, c'est pour un type comme ça, donc qui effectivement passe à travers les trous, combien il y en a qui sont vraiment empêchés et qui sont déférés justement ou qui. C'est ça, il y a un travail. C'est pour ça que je dis qu'attention, les magistrats ne sont pas là à ne rien faire, nos prisons ne sont pas vides, les policiers travaillent. On ne voit que ces cas-là, on ne voit pas les cas qui sont effectivement traités. Absolument, mais c'est vrai que c'est dramatique et le sujet, c'est bien pouvoir se concentrer sur les situations les plus dramatiques parce que le manque de professionnels à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, y compris, et vous savez très bien qu'on aura l'occasion de parler du narcotrafic, où les magistrats me disent, un procureur me disait, nous manquons d'enquêteurs et le risque c'est de devoir remettre en liberté quelqu'un parce qu'on a passé les délais. Donc voilà, donc il y a des problèmes de budget et on parle de 3 000 milliards de dettes et en même temps il faudrait faire des dépenses sur certains postes. On va revenir sur la réaction de la Tunisie qui dénonce donc un meurtre injustifié. La Tunisie a l'intention de prendre toutes les mesures pour préserver les droits du défunt. On est un état de droit, qu'ils prennent des mesures, qu'ils poursuivent et on verra bien. Il y a des enquêtes ne sont pas privées. On est un peu un paillasson. La France est quand même un paillasson. Alors on va y revenir. 0826 300, on aura Arnaud avec nous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous
Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlions donc de cette attaque au couteau à Marseille. Un homme tunisien en situation régulière puisqu'il avait un permis de séjour de 10 ans a blessé 5 personnes. Il a été abattu par la police. Arnaud est en ligne avec nous. Bonjour Arnaud. Vous nous appelez de Vannes. Bonjour. Oui. Alors, quel est votre... Alors, vous vouliez parler de quelle est votre interrogation sur le sujet? Est-ce que c'est la réaction de la Tunisie ou... Oui, c'est pas une interrogation, c'est un gros coup de gueule. Allez-y. Parce que là, on n'en peut plus, on marche à 4 pattes. Je veux dire, voilà un homme qui sort avec des couteaux, qui poignarde à tire-larigot. Il faudrait qu'on lui déroule le tapis rouge et que notre ambassadeur aille faire des courbettes auprès de la Tunisie. Ça commence à bien faire, quoi. Je veux dire, on est lassé de tout ça. Ça commence à lasser à la veille d'élections municipales et peut-être davantage. Je crois qu'il est grand temps de se poser des questions sur l'avenir du pays et sa représentativité. Oui, c'est-à-dire que vous dites quoi? Il y a des dysfonctionnements dans la justice, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû se trouver là? Carrément, mais par-delà nos difficultés internes, entre guillemets, c'est la représentativité de la France qui est mise à mal, une fois de plus. Bien sûr. Sans parler de l'affaire Boualem-Sansal, qui continue et qui n'évolue pas, qui ne change pas. Pendant ce temps-là, justement, il a raison. Pourquoi Arnaud, moi je suis complètement d'accord avec Arnaud. Je veux dire, il y a un moment donné, on prend des remontrances de la part de la Tunisie. Rappelez-vous, au moment de l'affaire Naël, on a pris des remontrances de la part de l'Algérie. Un domaine, la diplomatie, qui est le domaine réservé du président de la République, il nous parle que de Gaza toute la journée. Il a le droit. Mais par contre, on parle jamais de l'Algérie, on parle jamais de la Tunisie quand on se fait insulter, parce qu'on se fait insulter, et c'est notre image qui empathie à travers le monde entier. Quand est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va dire ça nous regarde? C'est pas votre problème. Et par contre, rendez-nous les otages, parce qu'on parle de Boualem-Sansal, on parle pas du journaliste de SoFoot. Mais si, je suis désolé. C'est pas la même chose. C'est exactement pareil. On ne réagit jamais. Non, mais l'Algérie, Boualem-Sansal, c'est un autre cas. Et moi, je vais être plus modéré que vous, parce que... Communiquer, est-ce que tu as lu le communiqué? Est-ce qu'il parle une seconde? Il parle de meurtre. Oui, mais est-ce qu'il parle une seconde de ce qu'a fait ce ressortissant dans leur communiqué? Jamais. Alex, quoi que tu fasses, normalement, le but, c'est de déférer cette personne en justice et qu'il n'y ait pas une justice immanente au coin de la rue qui va régler le problème. Le but de la police, c'est pas d'éradiquer un personnage, c'est de le neutraliser. Sauf qu'il y a une enquête en cours, on peut pas dire, on peut pas dire que la réaction a été disproportionnée. L'enquête peut dire. Alors, là-dessus, quand on voit les vidéos. Moi, je me suis posé la question. Quand on voit les vidéos, bien évidemment, encore une fois, je ne défends pas ce personnage, soyons clairs. On le voit, il est à 7 ou 8 mètres. Il est en joue par 6 ou 7, enfin 5 ou 6 policiers. Il est quand même assez loin. Alors effectivement, à un moment donné, il fait une sorte de geste qui paraisse un peu... Et là, il se fait shooter. Il est à 7 ou 8 mètres avec des gens autour. Et avec des gens autour, on le voit, il est dans une rue, il y a des gens autour. Il y a même un monsieur qui tente de fermer son commerce. Il aurait pu lui aussi se prendre un coup de couteau. On ne savait pas s'il avait un pistolet. Je suis désolée. Non, mais pour terminer mes propos, je suis désolée. À un moment, il y a un danger qui est réel. En plus, vraisemblablement à vérifier, il prend des substances. Voilà. De la cocaïne, ce qui en plus d'après un gendarme avec qui j'ai discuté donne une certaine puissance où on se dit je suis puissant et intouchable. Donc mettez-vous à la place de ces policiers. C'est même pas le sujet, Mathias. Je me pose je dis pas que les il y a eu des victimes. Je ne dis pas que les policiers ont mal fait. Je me pose la question. Parce se poser la question, c'est les remettre en cause. La vidéo, il a l'air isolé, donc manifestement. Pour nos auditeurs, il va y avoir une enquête administrative, parce que dans ce cas-là, il y a des enquêtes administratives, il va y avoir une autopsie, et attendons l'enquête, et l'enquête nous dira, nous ne sommes pas experts. Moi, je voudrais revenir à ce qu'a dit l'auditeur. Je peux comprendre qu'on soit choqué. Simplement, et je m'insurge contre la déclaration du gouvernement tunisien. Mais au fond, c'est pas un
communiqué qui a été conjointement rédigé par la France et par la Tunisie. C'est un communiqué qui a été rédigé par les Tunisiens. Donc, quel est l'effet concrètement? Moi, je constate une chose, et ça aurait pu être dit par d'autres gouvernements, c'est qu'il y a une ingérence, une forme d'ingérence dans les affaires françaises. Oui. Parce qu'il s'agit d'un individu, qu'il soit français ou étranger d'ailleurs, qui a porté atteinte à l'ordre public, qui s'est rendu coupable d'un certain nombre d'actes criminels ou considérés comme actes criminels, et donc il y a une justice, elle fera son travail en fonction de l'état de droit français. Et il y a des règles lorsqu'il s'agit d'une personnalité étrangère. Le gouvernement tunisien peut effectivement demander à son consul ou à son ambassadeur de se mettre en rapport avec les autorités françaises pour avoir des informations. Les droits de la victime, en tout cas les droits de la personne décédée, seront respectés. Mais c'est pas parce que la Tunisie a fait cette déclaration que ça nous engage, et elle aurait pu prendre les pires déclarations. En revanche, nous aurions pu dire, et on pourrait dire, qu'il s'agit d'une ingérence manifeste, d'une démagogie qui n'a aucun impact sur nous. Non, mais d'une certaine manière, tu as raison, Jean-Claude. Ça veut dire que la Tunisie, l'Algérie défend ses ressortissants. Ce que la France, ce qui est logique. Ce que dans ces cas-là, la France ne fait pas. Oui. Et c'est ça que nous dit Arnaud. Et Arnaud, il a raison sur le. Mais si, je suis désolé. Arnaud, il a raison sur le fait qu'on se fait marcher sur les pieds à chaque fois, qu'on n'a pas de réponse encore du Quai d'Orsay à se communiquer. Et le président de la République. Il se revendique. Non, mais on n'a aucune réponse. Choquant. C'est qu'on se laisse marcher dessus. À chaque fois, sur Naël, c'était pareil. On n'avait pas de réponse. Ce qui est choquant, c'est pas que la Tunisie réagisse. Moi, je trouve ça assez légitime qu'elle réagisse. Sur un délinquant, enfin, je veux dire, c'est pas le meurtre de l'ambassadeur. Il y a deux choses. Il y a le fait que la Tunisie réagisse, et je trouve que c'est assez légitime et quasiment automatique qu'elle réagisse, puisque la personne... c'est le contenu qui me choque. C'est ça. C'est le contenu qui est choquant. Que la Tunisie qualifie de meurtre injustifié, ça c'est choquant, parce qu'il n'y a pas d'enquête et qu'elle préjuge de la façon dont ça s'est passé. Alors, on a Emmanuel en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel, vous nous appelez de Suresnes. Vous vouliez réagir justement sur cette... Oui, mon point de vue, c'est que les Tunisiens auraient dû commencer par présenter des excuses qu'un de leurs ressortissants tente d'assassiner 5 Français dans les rues. Je suis d'accord. C'est d'abord ça. D'abord des excuses. Ensuite, ils peuvent toujours exprimer qu'ils regrettent que leur ressortissant soit mort. Ok, pourquoi pas. Mais ça aurait dû se limiter à ça. Du côté français, on a une réponse à leur faire. Les gars, il y a combien d'OQTF que vous avez refusé de récupérer là? Absolument. On a combien? Le compteur s'étend. Et les Algériens, la prochaine fois qu'ils l'ouvrent, écoutez, on est à tant de gars que vous ne voulez pas récupérer. Donc maintenant, vous la fermez. Et si vos ressortissants qui essayent d'assassiner nos concitoyens se font abattre, n'allez pas vous plaindre. Oui. Voilà. C'est le contenu du communiqué. Moi, je vais vous dire, scandaleux, c'est que naturellement, il s'agit d'un ressortissant tunisien. La Tunisie, en principe, doit réagir. Néanmoins, c'est la façon, c'est-à-dire à un moment, attendons l'enquête, vous le disiez, confrère, dans leur communiqué, ils auraient pu déjà avoir un mot pour les victimes, rien sur les victimes. Déjà ça, c'est choquant. Deuxièmement, ils auraient pu, comme le confrère le rappelait, dire, nous attendons les résultats de l'enquête administrative pour voir si la réaction des policiers était proportionnée. Voilà, là c'est une pure. Je vous assure, là c'est une pure. Je termine. C'est une pure provocation. Il y a une forme d'arrogance. Et je vais vous dire, c'est de la provocation. Je termine. C'est de la pure provocation. En plus, quand j'ai lu leur communiqué, j'ai dit mais ils nous donnent des leçons. Ils nous donnent des leçons. Violation des libertés d'expression, arrestation arbitraire d'opposants. Et je pense notamment, et du coup j'en profite pour parler de ma consoeur, l'avocate Sonia Damani, qui a été arrêtée dans des conditions extrêmement violentes au sein de la maison des avocats à Tunis. Et ça nous donne des leçons parce qu'elle a dit simplement dans une émission, elle a dénoncé des conditions de détention d'opposants politiques et le racisme aussi anti-noir. Et ça lui a valu
d'être arrêté par des hommes cagoulés au sein de la maison des avocats tunisiens. Avant de donner des leçons, on n'a pas de leçons à recevoir des Tunisiens. De l'État tunisien. C'était le point parce que et c'est là où effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit que la Tunisie fasse les déclarations qu'elle veut, c'est de la pure communication et elle est malvenue parce qu'effectivement venir nous donner des leçons. Je pensais qu'on avait des bonnes relations avec la Tunisie. Mais on a des bonnes relations avec tout le monde parce que tout le monde peut nous marcher dessus et on ne réagit pas. Mais c'est la vérité, je suis désolé. Pourquoi la Tunisie fait cette déclaration Mathias un peu Leboeuf, c'est que c'est flatter l'opinion publique tunisienne. Exactement. À l'intérieur. C'est-à-dire que quand la Tunisie fait ce communiqué, une partie de la population en Tunisie dit vous avez vu comment nous on aimerait bien être un peu flatté, Mathias. On aimerait bien être un peu flatté, on aimerait bien voir notre pouvoir réagir. On aimerait bien voir Jean-Noël Barrot qui est au Quai d'Orsay qui prend la parole à travers pour dire n'importe quoi, réagir là-dessus. L'autre point, c'est le silence radio total du Quai d'Orsay, qui est hallucinant parce qu'à un moment donné, l'autorité de l'État français elle s'exprime par le Quai d'Orsay. Pourquoi l'ambassadeur tunisien en France n'a pas été convoqué comme l'ambassadeur américain? Il devrait l'être. Juste une précision quand même. Là, il n'y a pas matière en tant que telle, parce que précisément, séparation des pouvoirs, il y a eu un élément, il y a eu une affaire policière, il y aura conformément au droit français des procédures, une enquête, nous n'avons pas de compte à rendre et le Quai d'Orsay n'a pas d'ailleurs à informer en tant que tel, c'est l'ambassadeur tunisien, c'est plutôt l'ambassadeur tunisien qui pourrait demander au Quai d'Orsay une information ou à assister la famille, je ne sais quoi, mais nous n'avons pas à nous justifier dès lors que le droit français est appliqué. Vous avez raison de dire qu'il est pour le moins surprenant et notre consoeur a été arrêté. On connaît un certain nombre de limites en Tunisie et donc c'est de la communication, mais de la communication en direction du pouvoir et de la communauté nationale tunisienne pour pouvoir masquer les errements du pouvoir. François Bayrou, dans un instant, ce soir aux 20h de France 2, demain chez nos confrères d'RTL, dimanche sur France 5, hier il était, la folle semaine de François Bayrou qui s'exprime et dont on ne retient pas grand-chose, il faut bien le dire. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Parlons du cas Bayrou, donc François Bayrou qui va proposer un vote de confiance la semaine prochaine. Il consulte, il reçoit des gens qui sont rentrés de vacances, parce qu'à part lui, tout le monde était en vacances. Et puis, moi, ce qui m'interroge, c'est son omniprésence dans les médias et ce qu'on en retient. Enfin, c'est fou le nombre d'interviews qu'il donne. Mathias Leboeuf, non, ça vous a pas interpellé? Oui, c'est une séquence. C'est une séquence folle quand même. La rentrée de François Bayrou, elle est lunaire. On a l'impression qu'aujourd'hui, il cherche une majorité sur les plateaux télé. Donc bon, je suis pas sûr qu'il arrive à la trouver. Et effectivement, ce qui est d'autant plus hallucinant, c'est que il est sur tous les plateaux, donc télé, radio, et qu'il a rien à proposer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure. Le seul débat dont il est porteur, c'est savoir s'il faut supprimer un jour ou 2 jours fériés. Vous vous rendez compte de la pauvreté de la proposition politique, quoi. Donc, je sais pas. C'est incroyable. Vivement qu'on en finisse, entre guillemets, parce qu'on est vraiment au fond du fond, là, pour le coup. Ouais. Moi, je vais vous surprendre, mais je trouve qu'il a du courage. Parce ou qu'il de sait qu'il est condamné. Courage. Non, mais oui. Il essaye d'aller au bout de son. On a l'impression qu'il se fait plaisir sur les plateaux. Il est là, il pérore. Je pense pas que ça soit un plaisir, Mathias. Je crois pas que ça soit un plaisir. Enfin, à ce niveau-là. Rentrer dedans. Oui. Mais ça sont. Mais quel est l'intérêt d'aller sur les plateaux, de convaincre mais les Français, mais ce sont pas les Français qui vont voter. Oui, mais pas maintenant. Les Français vont aller voter s'il y a des législatives anticipées pour les municipales et surtout en 2027. Ah, tu crois qu'il prépare? Je sais pas. En tout cas, je me dis peut-être qu'il veut laisser une marque dans l'opinion en disant vous avez vu, je vous avais prévenu. Ça fait longtemps qu'il le dit, François Bayrou, que la France est en banqueroute annoncée. Depuis 2007, il nous l'annonce. Il vote tous les budgets. Il est comptable de la dette. Mais là, aujourd'hui, comme Michel Barnier, c'est la même stratégie. C'est de dire, moi, je vous préviens, on est en banqueroute, on est bientôt en faillite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je trouve qu'il est plutôt malin dans sa stratégie politique de dire,
je vais me montrer partout, et je vais dire partout que c'est comme ça, et on pourra pas dire que c'est de ma faute au final. C'est un coup de poker. Je pense pas qu'il marchera, son coup de poker, effectivement, parce qu'il va pas avoir la confiance du Parlement. En fait, mais on peut pas lui reprocher, pourtant je lui ai reproché beaucoup de choses à François Bayrou, mais on peut pas lui reprocher d'avoir une certaine forme de courage et de dignité en disant je vais aller au bout de ce que je propose. Dignité. Ouais. Mais c'est une certaine forme de dignité. Je vois un ego. Moi, je vois un ego surdimensionné et lui d'abord, quoi. Oui. Alors attendez, on a un appel de Pierre qui nous appelle de Montec, c'est ça? Montèche. Oui, c'est ça, de Montèche. Oui. Alors c'est où Montèche? Tarn-et-Garonne. Je ne connais pas. Bonjour Pierre. Vous vouliez réagir sur François Bayrou? Eh oui, mais c'était pour vous dire qu'il était inaudible. C'est insupportable de l'entendre. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des gens comme ça au gouvernement. Et en plus, ce monsieur se permet, avec le déficit qu'il y a, de se faire un bureau à 40 000 euros. Donc, alors, il a expliqué, hein, pour être tout à fait honnête, que c'était pas exactement ça, qu'il y avait de la... Non. Bon, voilà. Mais non, mais c'est jamais ça, hein. C'est comme le siège de monsieur, comment il s'appelle? Larcher. Oui, voilà, oui. Il est juste peut-être un peu plus vite. Voilà. Non, mais on n'en peut plus de ces gens-là, vous comprenez? Ils ont des payes mirobolantes. Nous, on a des retraites au minimum. Et en plus, cette année, jusqu'à présent, je ne payais pas d'impôts. Cette année, je me vois payer. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais pour mon budget, oui, 130 €. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Rien dans vos revenus? Vous êtes retraité? Oui, je suis retraité. J'ai eu une petite augmentation, mais vraiment minime. Bam, ça me fait sauter une tranche pour 3 fois rien, quoi. Oui, on comprend votre exaspération, effectivement, et d'un Premier ministre qui... Merci Pierre de votre appel. Alors, c'est précisément, moi je voulais, entre les deux positions qui ont été prises sur le plateau, je voudrais dire qu'au-delà de la personnalité de Bayrou, et personnellement, je ne souhaite pas que ce soit le chaos. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que ce sont nos concitoyens, chacun de nous, qui allons devoir payer cette situation, parce que, très concrètement, si M. Bayrou n'est plus Premier ministre lundi ou mardi prochain, ça veut dire que nous repartons dans une période d'incertitude, premièrement. Cela veut dire que nous n'avons plus aucune lisibilité à la fois sur le plan de la politique intérieure et de la politique extérieure, sachant qu'aujourd'hui, notre politique extérieure détermine aussi notre politique intérieure. Elle impacte notre politique intérieure. Donc c'est vrai que cette instabilité, c'est chacun de nous, en tout cas les Français de base, hein, qui la payons le impôt. Et moi, je pense à nous tous. Oui, mais c'est la carte que joue François Bayrou, que Michel Barnier avait joué aussi, c'est moi ou le chaos. Et d'ailleurs, c'est un vieux réflexe macroniste, c'est moi ou le chaos. On peut pas donner un blanc-seing à quelqu'un qui est au pouvoir. Alors, c'est pas depuis... ce que je dis. Hein. Non, mais j'entends bien, mais personne ne veut le chaos. Peut-être à part quelques extrémistes de la France insoumise. Non, juste une chose, c'est que moi, je regarde des chiffres. Et quel que soit le Premier ministre qui sera mis, il ne disposera pas d'une majorité. Peut-être qu'il faut retourner... Quand je dis chaos... Parce que derrière, il y a un vrai problème. Mais quand je dis chaos, je constate simplement qu'en l'état de la coalition gouvernementale, sauf s'il y avait une évolution de la coalition gouvernementale, c'est qu'en l'état des choses, et quand j'entends parler des uns et des autres, je n'ai pas le sentiment qu'il puisse y avoir demain une majorité stable qui puisse permettre une politique quelle qu'elle soit. C'est tout ce que je dis. Il y a un problème de majorité, mais il y a un autre problème qui est afférent, c'est que qu'est-ce qu'a proposé François Bayrou depuis décembre de l'an dernier, depuis plus de 6 mois? Rien. C'est-à-dire que c'est bien le problème, Mathias. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision. Il a été à la tête du Haut Commissariat au plan pendant des années. Il ne sort rien de ce qu'il propose. Sur le budget, on ne peut pas dire qu'il propose rien. Sur le budget, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Il attaque même pas la dépense publique. Non, mais voilà, je veux dire, à un moment, plutôt que d'augmenter à chaque fois les impôts, d'ailleurs, c'est toujours la classe moyenne qui en pâtit, eh bien, à un moment, il faut aussi s'attaquer à la dépense bien évidemment, publique. Ça n'a pas été suffisamment que François Bayrou se
positionne en lanceur d'alerte tout d'un coup. En lanceur d'alerte tout d'un coup. Oh là 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 là, rendez-vous compte, il y a de la dette. Alors qu'en plus, il est comptable de cette dette parce qu'il a soutenu cette majorité et il a soutenu cette aggravation des déficits depuis des années. Il y a quand même. Pardon, Mathias. Il y a une tartufferie absolue. Non, mais ok, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il a quand même soutenu le fait qu'il fallait augmenter l'âge de départ à la retraite. Ouais. Oui, ça, c'est pour réduire les dépenses publiques. Quand tu dis qu'il propose rien, aujourd'hui, c'est un gros problème. Il propose la suppression de 2 jours fériés. Ouais. C'est pas ça qui fait une politique. Mais ça fait des économies. Après, qu'ils proposent pas assez. Et ce que nous disait l'auditeur juste avant, c'est vrai. Franchement, moi, j'aurais bien aimé que les politiques, les parlementaires de notre pays soient responsables et disent nous, on va baisser notre salaire de 700 € par mois. Ça, ça aurait été intéressant. Juste une chose, on peut pas dire qu'ils ne proposent rien. Quand même. Il cherche 44 milliards. Il y a eu un rapport sénatorial qui a été publié juste avant la rentrée qui explique que les cadeaux fiscaux, les abattements fiscaux faits aux entreprises sont à hauteur de 211 milliards par an. 211 milliards par an d'abattements fiscaux. Ouais, mais ça, pour les... Non, mais juste une chose. On réduit de 20% ces abattements fiscaux. C'est énorme, 20%. C'est elle qui crée les emplois. Le premier budget de l'État, c'est les entreprises. Bah oui, allez, stop. C'est l'heure des infos, mais on continue. Et on aura vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler de l'aménagement du territoire avec vous, Jean-Claude, entre autres, avec des logements sociaux vers l'avenue Montaigne, un prix faramineux, avenue Georges V. On va parler du voyeurisme des chaînes d'infos et puis d'un coup de gueule pour vous, Najwa, contre la députée écolo Sabrina Sebahi qui dit qu'il y a un racisme anti-musulman en France, c'est ça ? Tout à fait. On se retrouve tout de suite après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je vous rappelle nos nouveaux horaires. Les débats commencent désormais à 10h et les médias à 10h30. Et tout à l'heure, nous recevrons le journaliste grand reporter Nicolas Poincaré pour une nouvelle séquence sur BFM, séquence de grand reportage dont il viendra nous parler avec Gilles Gansman à 10h et à 11h30. Pardon. Aujourd'hui, donc, Najwa El Haïty, docteur en droit public, avocate. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique. Alex Darmon, journaliste politique. Et vous animez une chaîne sur YouTube, Les Indécis. Et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres dans l'actualité, Jean-Claude Oui, c'est la polémique. Alors, bien que ce soit parisien, c'est une polémique parisienne qu'on peut étendre à l'ensemble du pays. Vous savez que la mairie de Paris aurait acheté il y a plusieurs années un immeuble avenue Georges V, et pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est donc l'une des grandes avenues extrêmement cossues. Ça coûte très cher. L'aurait rééquipé, réaménagé pour pouvoir en faire des logements sociaux. Le coût total achat et réhabilitation serait de l'ordre de 2 millions d'euros par appartement. Bon, il y a une discussion. La mairie dit ben non, ça n'a pas coûté aussi cher, etc. Mais pour moi, là encore, puisqu'on parlait de politique publique, c'est de la cosmétique tout cela. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Deux choses, c'est la politique du logement en France et au-delà, la politique d'aménagement du territoire. Parce qu'effectivement, on n'a pas de réflexion en matière de logement et d'aménagement du territoire qui puisse, à moyen terme, satisfaire les besoins des Français, en tout cas avoir une vision du pays. On urbanise à maximum les grandes villes, les centres-villes, on fait un peu de saupoudrage, on se dit on prend quelques personnes de milieu modeste, on les met à Georges V et ça fait une politique. Non, ça ne fait en tout état de cause pas une politique. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire de l'apartheid social. Je suis simplement en train de dire ici qu'il nous faut revenir à la notion de la planification et d'aménagement du territoire, revaloriser nos régions, voir comment effectivement faire en sorte, inciter un certain nombre d'entreprises à s'installer là où il y a une moindre densité de population, de manière à pouvoir équitablement répartir, parce que quand on urbanise à outrance, de toutes les façons, ça coûte très cher. Vivre dans les grandes métropoles françaises, ça coûte 2 fois plus cher que vivre en région. Donc on déshabille les régions, on les désactive, on les déshumanise, alors même qu'on devrait chercher à renforcer l'activité dans nos régions.
faire en sorte, par exemple, que les campagnes ne soient pas de plus en plus vides, faire en sorte que nous n'ayons pas d'un côté ceux qui travaillent, et puis on met de côté nos vieux dans les régions qui ne peuvent plus se déplacer avec le problème de transport, avec tous les éléments qui vont avec la vie de tous les jours. C'est peut-être cela qu'il faut réavoir, plutôt que de faire de la communication, repenser l'aménagement du territoire. Oui, mais la décision à Paris peut surprendre, effectivement, de cet immeuble... C'est vraiment l'endroit où il faut mettre des logements sociaux. En plus, il n'y a pas de commerce. Il n'y a aucun commerce. Vous êtes avenue Georges V, il y a zéro commerce. Non, il y a que des restaurants. Pour ceux qui ne le savent pas, ben oui, et tout coûte très cher. Donc faire venir une famille dite, sauf à ce qu'on me dise qu'on va y loger quelques amis richissimes. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais faire venir une famille modeste dans le quartier en se disant qu'on va régler le problème de la répartition Absolument, il y a le logement et puis de l'intégration sociale. La question de la mixité sociale se pose quand même. Il y a certains quartiers où elle existe absolument pas. Et chaque arrondissement, normalement, a un quota de logements sociaux. Non, mais là, on parle d'une rue. L'avenue des Champs-Élysées, il y a beaucoup de logements. L'avenue Georges V. Va investir cet argent et ses ressources ailleurs pour faire de vrais logements sociaux dans des zones habitables. Le problème de fond, c'est ce que disait Jean-Claude, c'est qu'on a l'impression qu'on fonctionne à chaque fois au coup par coup, et que derrière un coup, il y a toujours eu une histoire de com, et qu'il n'y a pas de véritable politique du logement social à Paris et de développement. Après que certains quartiers, parce que si on dit il faut pas le logement social dans le 7e, pas dans le 8e, il y en a dans des tas d'arrondissements. Attention Mathias, c'est surtout pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, on fait du saupoudrage, parce que pour être honnête, on prend un immeuble dans un îlot à côté de je ne sais trop quelle grande marque de luxe, et on va dire, on a fait une grande politique. Ça n'est pas une politique. Par exemple, pour ceux qui prennent les transports en commun, c'est bien d'aménager, d'avoir des transports en commun qui permettent de désengorger un certain nombre, de désenclaver, c'est le mot, de désenclaver un certain nombre de nos régions et de permettre d'y construire du logement, de l'espace, avec des écoles, etc., etc. C'est ça que je veux dire. Votre coup de gueule, Mathias? Oui, c'est un coup de gueule. Je vais être assez bref. J'ai pas l'habitude de donner des leçons de journalisme, et je pense en plus que la plupart du temps, les médias passent trop de temps à critiquer d'autres médias. Mais alors, j'ai été particulièrement choqué par une séquence il y a 2 jours qui s'est déroulée sur BFM TV et qui concernait la mort du petit Lenny. Lenny, c'est cet enfant de 12 ans qui est mort écrasé par un bloc de béton. Oui. Malheureusement, donc une histoire tragique. Et alors, je suis tombé sur un reportage qui interviewait le papa du petit Lenny, interview du père qui a été réalisé, je crois, par Julien Arnaud, écrasé de douleur. Le papa ne pouvait quasiment pas parler. Il était accompagné de son avocat, puisqu'il y a une plainte qui va être déposée. Mais franchement, cette séquence, je me suis dit, là, on peut pas, exposer les gens comme ça, même malgré eux, avec des questions. Comment allez-vous après ce drame épouvantable? Qu'est-ce que vous voulez que le papa réponde? Je vais bien, je suis content de passer à BFM TV. Deuxième question, quel est l'état d'esprit de votre épouse? Et il ajoute, elle est dans un tel état que c'est trop dur pour elle de parler à la télévision. Mais vous vous rendez compte de là où on est tombé, et franchement, je suis difficilement choquable, mais alors là, pour le coup, je suis resté... Enfin, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, vous êtes un peu naïf, vous accusez BFM TV, mais on avait, en début de semaine, la jeune femme dont le compagnon a été agressé dans le tram. Vous avez hier, le soir, la femme de la directrice qui s'est suicidée il y a 2 jours. J'ai vu ça aussi. Donc il y a aussi... Il y a de plus en plus de voyeurisme à la télévision, et notamment sur les chaînes d'infos. Et je crois que la course à l'audience n'excuse pas tout. Et effectivement, je parle ici de BFM TV, mais on pourrait parler d'autres chaînes, bien évidemment. Et en tout cas, moi, où est le journalisme là? Où est l'information? C'est-à-dire que à un moment donné, on devrait avoir un peu de pudeur et un peu d'éthique, et surtout ne pas exposer les gens malgré eux sur cette espèce de show permanent de l'émotion. Je sais que ça peut paraître naïf. Mais c'est l'époque. Mathias, pardonne-moi, mais je vais un peu prendre la défense là pour le coup de BFM, mais comme je l'aurais dit pour n'importe quelle autre chaîne, parce que là encore c'est pas BFM. Aujourd'hui, notre société a besoin de 2 choses:
c'est de l'information immédiate. On ne supporte plus de ne pas savoir dans l'immédiateté. Et deuxièmement, l'émotion. Et c'est beaucoup plus que la télévision. Et tout à l'heure, qu'est-ce que nous faisions ? Nous avons dit quoi dans l'autre sujet ? Attendons l'enquête pour pouvoir réagir. Eh bien, je vais vous dire quoi ? Beaucoup de gens diraient de nous, et je pense que ma consoeur, c'est exactement la même chose. Quand vous dites ça, on vous dit, tu es un mou, tu ne prends pas position. Mais je dis, mais quelle position je peux prendre à partir de rien ? Et là, vous allez être accusé de mou. Parce qu'il faut faire parler l'émotion, et c'est notre chose. Donc, il faut qu'on s'interroge collectivement. A-t-on besoin, en permanence et dans l'immédiateté, oui, d'exprimer la souffrance, etc. Regardez les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est plus qu'une chaîne. C'est pour ça que radio. Je pose une question, c'est où est l'information ? Là, il n'y a que de l'émotion. À bon compte et surtout sur le dos de ce papa qui était. Après, il a accepté. Il y a son avocat à côté, mais justement, à un moment donné, il y a une rédaction qui prend une décision, et je trouve que les rédactions devraient parfois s'interdire de faire des choses. Mathias, alors à la décharge, là aussi, il a un peu accepté, parce que je peux vous dire que pour être avocat, il m'arrive de dire à des clients, y compris des clients qui ont l'habitude de parler, de leur dire taisez-vous. Exactement. Et là, aucun journaliste ne le donne. Non, mais j'entends bien. Et ça, c'est protéger le client que de dire taisez-vous. Alex ? Non, mais moi je suis d'accord sur le voyeurisme de la société, toujours aller plus loin pour choquer plus fort. Ça c'est évident, mais la responsabilité elle est partagée. Je veux dire, un journaliste il est payé pour faire de l'info. Toi tu estimes que c'est pas de l'info, je suis d'accord avec toi, mais le journaliste il va t'expliquer que c'est une certaine forme d'info parce qu'il va transmettre le témoignage du papa qui est en première ligne là-dessus. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, je pense que la responsabilité est partagée parce que il y a son avocat à côté et le rôle premier de l'avocat, et je pense que vous le savez mieux que nous, c'est de conseiller les victimes. Et si cet avocat ne conseille pas son client qui est victime à ce moment-là, je sais pas, effectivement, en tout cas, c'est réfléchi à ce moment-là par tout le monde. Pour être honnête quand même, il y avait un malaise qui était palpable durant cette interview et ce reportage, parce qu'en plus c'était une interview, c'était pas un reportage. Julien Arnaud, on sentait qu'il était très très mal à l'aise et qu'il s'est dit on a peut-être été trop loin. Et l'avocat, pareil, on voyait devant la douleur et l'écrasement de ce père que ça a été trop loin, quoi. Mais vous savez, non, mais là où je partage pas vos propos, c'est que en effet, on voit comment ça se passe avec nos clients. On les conseille, et il y en a d'ailleurs des clients dont on leur dit de se taire et ils disent non, moi j'ai besoin de communiquer. Il y a aussi ce cas-là. Mais on peut pas dire que l'avocat il était mal à l'aise, que ils ont accepté. Ils ont accepté. Mais on accepte parfois des choses. Nous on est sollicités, je vous assure, dans certaines affaires nous sommes sollicités. S'il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas d'interview. C'est clair et net. Ils lui ont pas mis un pistolet sur la tempe. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi parfois quand je dis des pauvres gens, c'est-à-dire des gens qui sont dans la douleur absolue, qui ont envie d'exprimer ça. On va marquer une pause intéressante comme débat. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue parce que c'est vrai que c'est un débat intéressant sur le voyeurisme, sur la responsabilité. Anne nous dit les charognards, ce sont ceux qui regardent. D'une certaine manière, elle a raison. Elle a raison. Mais je vous donnais l'exemple, et je vais vous le redonner, de Mathieu Delormeau, qui y a eu une séquence très malaisante où on voyait qu'il n'était pas dans son état normal. On a posé avec Gilles Gansman la question au directeur des programmes, des variétés, divertissement d'M6, qui nous a dit que c'était une très bonne séquence, très émouvante et tout. Voilà, c'est une question de point de vue, c'est un moment de télé pour un homme de télé, de rentabilité, c'est les accidents au bord de la route. Moi, je pense que c'est pas des accidents. Mais quand je dis, c'est que les gens qui s'arrêtent pour regarder. Donc c'est sûr que. Je suis d'accord. C'est ce que demande aussi le public. Je crois que et là-dessus, la meilleure solution, c'est chacun se fait sa religion et à titre personnel, il m'arrive de ne pas regarder, de clôturer, de fermer ma télévision ou la radio ou de changer de chaîne lorsque j'estime que trop c'est trop. Je n'ai pas envie de savoir. Sauf que c'est difficile. Hier soir,
à Quotidien, il y avait la jeune femme Alexandra Rosenfeld qui accuse donc Jean Imbert de violence. Mais j'ai regardé parce que j'avais envie de voir ce qu'elle avait à dire. Mais donc il y a une forme de voyeurisme aussi dans tout ça, mais c'est de l'information pour le coup. On peut pas dire seulement il y a l'offre et la demande, et si on veut pas voir, on regarde pas. Mais non. Parce que il doit y avoir une éthique, et le cas avec Alexandra Rosenfeld est un peu différent, parce que Alexandra Rosenfeld, elle maîtrise son propos, elle a quelque chose à dire, oui, j'entends la différence. Et elle est en pleine possession elle-même. J'entends la différence. Quand on voit Mathieu Delormeau, ou quand on voit ce papa, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'abus de faiblesse. Et c'est des gens qui sont faibles, qui sont en situation émotionnelle très particulière, et on les met en pâture comme ça sur un écran, parce que ça fait de l'audience. Mathias, il y a un organisme qui est là pour contrôler ça, il s'appelle l'ARCOM. D'ailleurs, il avait été saisi dans une terrible séquence concernant Loana. On parle de la télé, mais les réseaux sociaux, c'est pareil. Souvenez-vous de cette personne en situation de handicap qui se prenait non-stop des claques, des coups, et l'ARCOM n'a même pas été sensible à cela. C'est pour ça que l'argument dire ils ont accepté, ils sont là parce qu'ils ont accepté, non, il y a encore une fois de la faiblesse, on peut y aller par faiblesse, mais il peut y avoir un abus de cette faiblesse. Alors on va peut-être laisser Najwa faire son coup de gueule contre cette députée écolo Sabrina Sebahi. Peut-être qu'on va écouter l'extrait à la télévision algérienne de ce qu'elle disait. La France est-elle devenue un pays islamophobe ? Oui, je crois que que ce soit les textes qui sont proposés, que ce soit les prises de parole, on est vraiment dans un climat où il y a un rejet de l'islam, des musulmans, avec un amalgame permanent sur si on est musulman, on est forcément islamiste, on est forcément terroriste. Donc tout cela est très mélangé. Une femme qui porte voile devient le porte-voix des terroristes à l'autre bout du monde. Est-ce que la France est un pays raciste ? Je dirais pas que l'ensemble est un pays raciste. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous avons une certaine partie de la classe politique aujourd'hui qui a un racisme totalement assumé. Bon, ces propos vous ont fait bondir. M'ont fait sursauter ces propos. Elle concurrence d'ailleurs les députés LFI quand elle se permet de dire la France est islamophobe. Non, la France n'est pas islamophobe. La France protège par le principe de laïcité ceux qui croient ou qui ne croient pas d'ailleurs, et elle combat le communautarisme et l'islam politique. Déjà, ce qui me gêne d'ailleurs chez ces élus de gauche dont Madame Sabrina Sebahi fait partie, c'est qu'ils crachent ces élus sur la France dans le cadre d'émissions étrangères, c'est-à-dire là c'est une chaîne algérienne où pour créer le buzz et développer une certaine notoriété ou servir, parce que certains de ces élus servent des intérêts étrangers, eh bien se permettent de cracher sur la France. Après, j'ai envie de vous dire qu'elle oublie aussi que grâce à la France, elle est députée. La France lui a permis aussi de fréquenter l'école laïque et gratuite. Enfin, je veux dire, la France lui a permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est fille d'émigrés algériennes, d'après ce que j'ai compris, et je trouve que ces propos sont déplacés, on est dans l'outrance. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de discrimination, etc. Mais parler d'islamophobie en France, non, moi je suis de confession musulmane et je peux vous dire que quand on utilise ce terme, c'est que à un moment on est faible par rapport à des arguments qui combattent l'islam politique. Et ça me pose foncièrement un problème. Oui, réaction. Moi, j'ai une réaction sur le fond de son propos. Je le trouve intéressant parce que je crois effectivement que une partie des Français ont un problème avec l'islam. Alors, je parle pas de l'islam politique, mais justement, il y a un amalgame entre le fait d'amalgamer l'islam politique avec l'ensemble des musulmans. On voit les points de crispation aujourd'hui sur le port du voile, sur l'accompagnement des mamans qui sont voilées dans le milieu scolaire. Enfin, il y a quand même beaucoup de points de crispation qui sont pas seulement entretenus par les musulmans. Donc je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre parfois de la crainte, de la peur, et qui peut ressembler à de l'islamophobie. En revanche, que cette députée aille dire ça sur un média algérien, je trouve ça complètement irresponsable, parce que c'est instrumentaliser ça, c'est faire justement
sa propre pub là-dessus. Si elle le pense, très bien, elle a le droit de le penser, mais qu'elle aille pas dire ça sur un média algérien, parce que bien évidemment, c'est jeter de l'huile sur le feu et c'est se faire, en gros, la cerise, si je puis dire, à bon compte. Ouais. Mais surtout, quand on connaît les relations entre l'Algérie et la France, extrêmement tendues. Donc ça, elle aurait dû avoir un droit de réserve là-dessus et elle aurait au moins dû ne pas dire ça sur ce média-là. Moi, je vais vous dire, j'en peux plus. En réalité, j'en ai ras-le-bol, en fait, que ces députés ne parlent à tout le monde sauf à la France et aux Français. Et ça, j'en peux plus. Quand on voit l'interview, je suis désolé, je suis obligé d'en parler, hier, de Rima Hassan, sur Thinkerview, qui raconte, mais n'importe quoi. C'est-à-dire, quand on lui pose une question nationale sur les comptes, le budget, machin, mais même sur sa religion, elle connaît même pas sa religion, mais qui, par contre, est devenue une égérie, une image de marque, un symbole pour la cause gazaoui. Mais j'en ai ras-le-bol, en vrai. Et je pense que tout ce qu'on a dit pendant l'émission, c'est le symptôme de ça. On arrive à la fin d'une époque politique. Notre personnel politique n'est pas compétent, n'a pas d'expérience, raconte n'importe quoi et veut juste être flatté. Et donc va sur les gouvernements, sur les télé-gouvernements à l'étranger pour se faire entendre et se faire applaudir. C'est dégueulasse, franchement. Alors, très court. Moi, je suis scandalisé que ce type de propos soit tenu sur une chaîne nationale ou une chaîne ou à l'étranger, parce que précisément, ce sont des députés. Et quand on est député, on n'est pas n'importe qui. Au moins, il y a une présomption de connaissance. Et lorsqu'on dit la France est islamophobe, et quand dans l'extrait que vous avez passé, cette dame dit les textes sont pris. Cela voudrait dire que l'administration, c'est très grave, et je pense même que ça pourrait même justifier des poursuites, que les textes sont pris de manière à lutter contre les musulmans, mais je rêve. Ça veut dire que quand on pense au budget, ça veut dire qu'on organise une ségrégation dans le pays. Ça ne peut pas dire, et effectivement, vous pouvez avoir des actes isolés de comportements racistes, discriminants. Il y en a eu avant, il y en a eu après, il y en a partout, et il y en a dans le monde entier, et on oublie qu'en Afrique du Nord, il y a de la discrimination anti-noire. On oublie de le dire. On oublie d'en parler. En Tunisie aussi. On oublie d'en parler. Donc voilà, il faut qu'elle revoie sa copie. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Nicolas Poincaré qui sera avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.